Yves. Alors, ce dimanche dernier se sont tenues les élections régionales en France et départementales. Le record historique de l'abstention a été battu. Il y a eu un ras-le-bol de la part des Français, de tous les partis politiques. Quelles conclusions on peut en tirer? Les conclusions étaient dans la question. Mais les conclusions, c'est que oui, il y a un ras-le-bol de la population. Je dis la population parce que je différencie la population du peuple. Bon. Donc, j'aurais pu dire aussi du peuple français. Oui, il y a un ras-le-bol. Il y a ils en ont assez, les Français, de cette politique de Macron, des macronades, et d'être malmenés dans tous les domaines. Malmenés physiquement, tabassés par les ponts d'or, parqués, emprisonnés chez eux, et pas uniquement chez eux, et avec des lois qui sont votées en catimini par 30 députés, par 30 godillots en pleine nuit, des lois scélérates et liberticides. Donc, résultat, aux élections, le parti fiction du président En Marche est battu à plate couture, est écrasé, et les gens ne veulent même plus voter parce qu'ils pensent qu'ils sont tous pareils. Voilà. Alors, il faut noter que on a l'impression, mais ce n'est qu'une impression, que les partis du Marais, de droite et de gauche, les Républicains, LR, et les partis socialistes, et tout ce qu'il y a autour, les écolos, les débris du PCF, on a l'impression qu'ils surnagent encore, mais ce n'est qu'une impression, parce qu'ils sont très atteints. Il y a encore, ce sont des élections régionales et cantonales, donc il y a encore des fiefs régionaux et locaux qui sont tenus de père en fils par les mêmes, et donc ça permet de conserver les mêmes notables dans ces coins-là, en particulier dans l'ouest et dans le sud-ouest, mais non, presque 70% de abstentionnistes. Ça veut dire quelque chose. C'est pas simplement, comme on l'entend, des gens qui s'en fichent. Ce sont des gens qui volontairement ne sont pas allés voter. Quant au Rassemblement national qui espérait faire mieux, eh ben il est victime de sa propre politique, de son absence de discours, de l'absence de discours de sa dirigeante Marine Le Pen, du port du masque. Elle a cessé de mettre ce masque qui est un symbole de soumission pendant toute la crise covidienne, et ce n'est pas fini. On va voir comment ça va se développer. Là, pour l'instant, il va y avoir une parenthèse pendant l'été, mais ça risque de reprendre. Il y en a qui nous ont prévenus, des virologues. Hein. La viromancie, comme dit Henrion Claude, la virologue véritable, Henrion Claude. Et donc d'avoir accepté toutes ces brimades, toutes ces violences, toutes ces interdictions, toutes ces pressions, toutes ces contraventions, ces PV, ces amendes pendant plus d'un an, eh bien on en arrive à perdre la moitié de ses votes. Et le Rassemblement national de Marine Le Pen a trop avoir voulu jouer à la présidence, alors qu'elle est juste députée. D'ailleurs, elle n'a pas participé aux séances du Parlement, qui étaient importantes pour le pass sanitaire, par exemple. Et donc, à trop vouloir ressembler à Macron, eh bien, on en arrive là. On perd ses voix, on perd ses soutiens. Et c'est pas en cooptant comment dirais-je, des exilés, des politiciens locaux ou régionaux qui changent
de partis, hein, pas mal de républicains, par exemple, mais aussi des gens de la gauche. C'est pas en récupérant ces gens que le Rassemblement national a pu rebondir. Donc là, il y a un gros problème. Nous sommes entre les deux tours. On verra ce que donnera, en particulier dans la région PACA, le deuxième tour. Il y a très peu de distance entre le représentant du Front National, qui est un ex-républicain, et l'autre républicain macronisé. Hein. On verra ce que ça donne. Est-ce que il pourra se maintenir, Mariani? Est-ce que le Rassemblement national aura une région importante comme la région PACA ou non? En tout cas, c'est la conséquence, tout ça c'est la conséquence de la politique de Macron et de la médiocrité politique de la dite opposition, de droite comme de gauche. Si c'était une déception pour le Rassemblement national, est-ce qu'on peut parler pour le parti présidentiel du claque? Ah oui, c'est la deuxième gifle. Macron a reçu une gifle avant les élections et au premier tour des élections cantonales et régionales, il a reçu une deuxième gifle. On peut dire ça. Oui. Et il le mérite. Il mérite ces gifles. Et on peut dire aussi que Damien Tarel, c'est le nom du gifleur, qui est en prison pour quelques mois, eh bien, il a fait beaucoup pour faire avancer l'abstention. Il a fait énormément, et je suis pas d'accord avec ceux qui ont dit que l'on traitait de tous les noms. Je ne parle même pas des gens de la Macronie, mais aussi des gens de la soi-disant opposition nationale qui ont été outrés, qui ont dit on ne gifle pas un président. Mais lui, et ils ont parlé aussi de la dignité de la fonction. Mais la dignité de la fonction, avec Macron, on ne l'a pas vu. Hein. Il fait des pitreries, il se commet avec des rappeurs et des gens peu recommandables, hein, des gens qui sont pas représentatifs et qui déplaisent profondément à la France périphérique et au peuple réel, au pays réel. Et donc voilà le résultat. Il est dans les urnes, puisque cette République et cette démocratie, nous dit-on, fonctionne par les urnes. Ça remet peut-être en cause non seulement le système électoral, mais le système lui-même. Est-ce que la meilleure solution pour avoir des responsables à la tête de l'État, est-ce que la meilleure solution, c'est le vote? Ça, il faut poser la question. En tenant compte du fait que certains, dans ce qu'on appelle l'exécutif, souhaitent qu'il n'y ait pas d'élection finalement. Hein. Ça serait des positions héréditaires dues à la science de ces gens, mais ça ne marchera pas. Il faut une souveraineté populaire pour qu'il y ait une indépendance nationale. Ce que nous n'avons plus. Est-ce que la crise de la politique française est arrivée à un tel point en France pour que des militaires signent des tribunes? Oui. Et il suffit pas de signer d'ailleurs. Il faut voir ce qui peut être fait ensuite. Il y a des tribunes d'ailleurs différentes. La première tribune est assez modérée et s'adresse aux autorités. Mais on s'aperçoit que les autorités ont peu d'autorité. Et ce sont des autorités titulaires. Mais la seconde lettre a été un peu plus précise. Et il y a même une lettre d'un officier parachutiste qui est vraiment à l'avant-garde et qui échafaude des hypothèses.
et des hypothèses, trois hypothèses. La première, ça va s'arranger, il n'y croit pas, cet officier parachutiste. La deuxième, ça va se dégrader et de plus en plus. Il n'y a pas de datation. Et la troisième, ça va exploser et il faudra agir autrement qu'avec des mots. Et quand un militaire dit agir autrement avec des mots, on a compris de quoi il s'agit. Hein. Donc on verra. Mais oui, il fait allusion, cette troisième lettre fait allusion à l'immigration, colonisation, peuplement, au changement dans ces coins-là, dans ces territoires perdus de la République, au changement de référence et à la perte de contrôle de ces territoires. Et ce qu'on a vu ailleurs se reproduira en France, forcément. Et ce qu'on a vu ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Algérie dans le temps, c'est ce qu'on a vu au Liban, c'est ce qu'on a vu en Yougoslavie. C'est-à-dire quand des groupes se forment et refusent l'autorité centrale, eh bien, c'est la guerre. Alors, je ne sais pas si c'est la guerre civile, si c'est la guerre ethnique, si c'est la guerre politique, mais rien ne va plus. Le pays se défait. C'est peut-être ce que Hollande appelait déjà le séparatisme, mais le séparatisme, jusque-là, c'était le séparatisme d'entités diverses, d'origine, enfin originaire de l'endroit. Alors que là, ce séparatisme, c'est un séparatisme métapolitique, religieux, et en définitive aussi politique. Séparatisme islamiste. Et dans le séparatisme politique, nous avons vu également le général Delaware chez Morandini, qui répondait à une question, qui est la question du qui, oui. Que lui posait un journaliste, je ne sais plus ni quelle est sa fonction, ni quel est son nom, pour lui demander qui est derrière les journaux. Oui, la discussion devait porter dans cette émission de CNews, faite par le dénommé Morandini, ce journaliste, et sur les lettres de généraux, quoi. Et là, il y avait un non-journaliste, un individu dénommé Claude Pasternak, qui est vaguement apparenté à Boris Pasternak, qui était plus connu, qui l'a pris à partie, qui a fait dévier la discussion, parce que le général Delaware incriminait les lobbies, les groupes qui tiennent les mass médias, aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis. Donc ce Pasternak était très en colère, il se sentait visé, visiblement. Et il a insisté, ses yeux étaient exorbités, il demandait tout le temps « Qui ? Vous voulez parler de qui ? Qui ?» Alors le général n'a pas explicité, hein. Il voulait parler des groupes qui ont des moyens d'influence dans nos sociétés, soi-disant démocratiques. Et donc il n'a pas répondu à ces injonctions. Qui il a posé la question 10 fois. Et le piteux Morandini a aussitôt arrêté l'émission en disant non, on ne va pas sur ce terrain. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ces gens qui reprochent au général Delaware, qui est l'ancien chef du renseignement électronique français, l'homme le plus important dans le domaine, il n'y a pas longtemps, et qui a donc une expérience, et qui est quand même quelqu'un de informé.
renseignement informé. Et il n'a pas répondu aux attentes de ce Pasternak. Et ça l'a mis en rage, en fureur. Et Morandini a eu peur, il a coupé. Mais tout ça, il faut voir le non-dit. Alors, le non-dit... Il a parlé de communautés organisées qu'il connaît oui, bien. La communauté que vous connaissez. Bon. Alors, le dénommé Pasternak, fou furieux, n'a pas eu ce qu'il voulait. Il voulait un nom. Le général de la Ward n'a pas répondu aux attentes de ce Pasternak. Il voulait lui faire prononcer un mot que le général n'a pas prononcé. Et tout simplement, le général a dit une communauté que vous connaissez bien. Alors à ce moment-là, Morandini est monté sur ses ergots et puis a paniqué, il a coupé, il a terminé l'émission. L'hypocrisie, c'est que ces gens qui l'accusent avaient une idée en tête pour réagir ainsi. Donc, comme le général n'a pas prononcé le mot qu'il voulait, eux avaient ce mot en tête. Donc on ne peut pas incriminer le général en question, parce que certains ont dit, oui, mais il a fait une erreur, il a été maladroit, Qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux, devant une telle furie, en train de poser 10 fois la même question, qui? Bon. Alors, les organismes habituels de défense de l'étranger ont déposé une plainte contre le général, et s'il y a un droit en France, eh ben, il sera relaxé, car on ne peut pas incriminer quelqu'un, qui que ce soit, général ou pas, en train d'évoquer une fiction, d'évoquer un non-dit. On ne peut pas incriminer juridiquement le non-dit. Hein. Enfin, on verra, hein, parce que la France est dans une telle pente. Bon, à travers cette attaque contre le général, il y avait aussi l'attaque contre les officiers français qui ont signé ces lettres, ces diverses lettres, pour indiquer que ça allait très mal et qu'ils n'étaient plus d'accord, qu'il y avait un gros problème. Mais comme je le dis, la première lettre a été faite aux autorités, et là, ensuite, jusqu'aux parachutistes, c'est devenu plus radical, parce que c'est ce que les militaires pensent. Hein, voilà. Alors cet imbécile de Pasternak a commencé par attaquer le général de la Ward en disant, mais il n'y a que 63 généraux qui ont signé la lettre, mais il a dit, il y a 60 000 généraux en France. Or, il faut supprimer un zéro, parce qu'il n'y a pas 60 000 généraux en France. Hein. Il y en a quelques milliers, mais pas 60 000. Là. Donc ce mec ne sait rien. Bon. Ce type n'est pas journaliste, il a créé un truc qui s'appelle La Matrice, et qui est un centre de surveillance des réseaux sociaux et de la presse. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est inquiet, c'est parce qu'il voit précisément ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça que, c'est sans doute, parce que ce type, on le voit de plus en plus sur les plateaux de télévision, et on peut se demander ce qu'il vient faire là. Il est en mission, donc. Mais il est mal informé. Il y a eu des élections en Arménie, des élections législatives. Et l'Arménie sort d'une guerre qui l'a mise en difficulté dans son excroissance du Haut-Karabakh. Province formée autour de l'enclave
du Haut-Karabakh, donc de l'Artsakh. Et donc cette Arménie est troublée par cette guerre qui a fait plusieurs milliers de morts dans ses rangs et aussi chez l'adversaire. Le responsable de la défaite arménienne, les Arméniens considèrent que c'est le dénommé Nikol Pachinian qui est aux affaires. Et aux dernières élections, il a été curieusement reconduit. Son parti l'a emporté et l'opposition dénonce une fraude. Alors c'est difficile à savoir, mais la présence de ce Pachinian est bien vue par Poutine, par les Russes, par l'État russe, parce que l'homme a été accusé d'avoir eu des positions russophobes. L'homme est accusé d'avoir été poussé par George Soros pour accéder au pouvoir il y a 2-3 ans. Et il s'est rapproché de Moscou. Moscou le flatte, Poutine le flatte, parce qu'il est affaibli. Donc Moscou pense qu'en s'appuyant sur un individu affaibli, c'est plus facile pour Moscou. Le côté russe a profité de cette situation, a profité de la paix imposée, du cessez-le-feu imposé en novembre de l'an dernier, novembre 2020, pour jouer les garants de la paix et envoyer des casques bleus russes, l'armée russe en fait. Et donc l'armée russe dispose maintenant dans la région de 2 bases. Elle avait une base en République d'Arménie, et maintenant elle a une autre base en Azerbaïdjan, disent les Azéris, et en Artsakh, disent les Arméniens. Et cette base jouxte le fleuve Araxe et l'Iran. Donc c'est intéressant pour Moscou. Le cessez-le-feu imposé par Poutine a été défavorable aux Arméniens, parce qu'ils ont perdu des territoires, ils sont revenus à l'Azerbaïdjan, des territoires qui entouraient l'enclave du Karabakh, et ils sont en situation de précarité. Reste à définir quel sera le statut de la région. Géopolitiquement, le Caucase est traversé par l'antagonisme Est-Ouest, Russie et Eurasie et Anglo-Saxonie, Anglo-Américaine, Occident, Ouest comme on dit, l'Ouest. Donc, c'est une sorte de statu quo avec l'élément turc qui a participé à la guerre contre l'Arménie, du côté de Bakou, du côté d'Aliyev, du côté de l'Azerbaïdjan, des Azéris, et qui veut aussi jouer sa carte, qui a utilisé des islamistes de Syrie en Azerbaïdjan pour attaquer les Arméniens, qui a utilisé non seulement les drones produits en Turquie, qui ne sont pas des drones turcs d'ailleurs, ils sont des drones en partie turcs, parce que les pièces viennent d'autres pays, et puis les drones et les armes israéliennes. Les Israéliens ont été du côté des Azéris, de l'Azerbaïdjan, contre les Arméniens. Et pourquoi les Israéliens soutiennent ce parti-là? Parce que l'Azerbaïdjan est une bonne fenêtre pour attaquer ultérieurement l'Iran. Et l'ennemi numéro 1 au Moyen-Orient d'Israël, c'est l'Iran.
l'Iran qui soutient le Hezbollah au Liban, qui soutient aussi le Hezbollah en Syrie, qui soutient Assad, et qui soutient aussi les Palestiniens. Donc il faut voir cet ensemble. On en est là. Bon, la France ne joue aucun rôle dans cette affaire. La France est quasiment absente du Proche-Orient. Macron est allé faire des ronds dans l'eau à Beyrouth. Ça n'a rien donné. Et il aurait mieux fait de comprendre un peu mieux le Proche-Orient que De Gaulle avait semblé comprendre mieux que lui dans le temps. Hein. Je m'envolais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Charles de Gaulle. Et voilà. Mais la France était naguère la gardienne des chrétiens d'Orient. Et maintenant, c'est Poutine qui s'est déclaré gardien des chrétiens d'Orient. Et pas seulement des chrétiens d'Orient d'ailleurs, mais Poutine a pris la place, la Russie a pris la place. La France, de ces plutocrates, qui n'ont que deux mots à la bouche, la République et la démocratie, et moi je dis leur République et leur démocratie, la France est en train de disparaître sur la scène géopolitique internationale. Voilà. Au-dedans, elle s'effondre et au-dehors, elle disparaît. Est-ce que la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden signe le départ d'une nouvelle doctrine géopolitique américaine qui affaiblit, n'arriverait plus à faire face sur deux fronts, à savoir la Chine et la Russie, et doit, parmi ces deux puissances, se trouver un allié pour contrer l'autre? Et quel allié? Pour l'instant, la Russie. Non, la Russie ne peut pas être l'allié de la bidènerie. De toute façon, c'est pas Biden qui commande, hein, on sait bien. Ce sont des gens dans la coulisse. Mais je crois que, quel que soit le président aux États-Unis, il y aura toujours un parti puissant qui voudra faire la guerre à la Russie. Et ça, c'est dans les gènes des États-Unis. Ils ont besoin de guerre pour exister. Ça a été théorisé par en tout cas, il y a une tradition, il y a un antagonisme géopolitique fondamental entre les États-Unis et la Russie, et même entre les États-Unis et l'Europe. Mais ça, nos idiots de la droite nationale ne l'ont pas compris. Hein. Ça, ils auraient dû lire les écrits de Jean Thielard pour pouvoir avoir des idées claires. Et j'ai vu, moi-même, et même dans mon entourage, des personnes se réjouir de l'action de Trump, de Donald Trump. Donald Trump, pour l'Amérique, était peut-être bon, mais Donald Trump, c'est l'impérialisme américain aussi, mais différemment. Bon, Biden, et les Clinton, et tous ces débris, c'est l'impérialisme américain mondialiste. Et c'est aussi l'État profond. Voilà. Ça se conjugue. Leurs intérêts sont liés. Et puis c'est aussi le complexe militaro-industriel qui veut faire tourner la machine de guerre pour satisfaire les banquiers. Et pour cela, il faut qu'il y ait des guerres pour faire tourner la machine de guerre. Hein. L'Amérique s'est enrichie quand le monde est entré en guerre, hein, aussi bien en 1914 qu'en 1940. Alors, les braves GI, les soldats Ryan ne sont pas venus nous libérer. Hein. Ils sont venus nous libérer de notre indépendance. Ça ne veut pas dire qu'à cette époque nous étions indépendants. Ils ont empêché que nous ne le devenions indépendants en 1945.
Et donc c'est très important parce que ça, tout à l'heure je disais que Marine Le Pen n'a pas pris en compte du tout les questions les plus importantes, la tyrannie sanitaire, qui est sanitaro-politique, et le port du masque et tout ce qui allait avec. Elle n'a pas pris en compte ça, mais elle ne prend pas en compte non plus les fondamentaux de la géopolitique, qui sont que la France et l'Europe sont antagonistes du bloc nord-américain. Donc, cette Europe que nous avons à Bruxelles, par rapport à ce que je viens de dire, cette Europe n'est pas une Europe européenne. Alors c'est au mieux une Europe allemande, et au pire une Europe anglo-saxonne. C'est l'Europe des plutocraties. Hein, c'est ce que dénonçait Ezra Pound. C'est le monde de l'usurocratie, les lobbies de l'usurocratie. Attention, hein. Pas de qui. Qui Je dis ce que je dis. Et donc les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, de l'ex-droite ou de l'ex-gauche, ne répondent pas aux questions principales. Les questions principales pour nous, Français, Européens, Serbes, c'est l'indépendance nationale et la souveraineté. Alors on pourrait imaginer une souveraineté, une indépendance et une souveraineté européenne. Ça va faire rugir les souverainistes. Mais il peut y avoir différentes dimensions du souverainisme. Mais on n'en est pas là. Hein. Entre la nation européenne que voulait Jean Thiriard et dont j'appréciais le contenu et la souveraineté française, à l'heure actuelle, j'opte pour la souveraineté française. Mais quand on dénonce l'Europe de Bruxelles, on ne dénonce pas l'Europe. On ne dénonce pas l'Europe continentale, on dénonce toute la machinerie en fait anti-européenne qui s'agite à Bruxelles. Tous les 20 000, 30 000 lobbymen qui sont là pour pousser les sociétés transnationales ou les sociétés d'autres nations, et qui sont là pour pousser, par exemple, récemment on l'a vu, à l'achat des vaccins en milliards, qui sont là pour pousser à l'achat de médicaments, par exemple. Un jour avant la déclaration de l'OMS indiquant que le Remdesivir, ce médicament de Gilead, du laboratoire qui fait le vaccin Pfizer, était nocif, l'Union européenne a commandé des centaines de milliers de doses, des centaines de milliers de ce médicament, Remdesivir. Et donc il y a forcément des intermédiaires et des gens qui sont payés, et comme on dit dans les Balkans, des bakshish, des commissions, mais d'énormes commissions qui sont prises par des individus, mais aussi par des groupes, et qui sont ensuite redispatchées. Voilà, je suis revenu au problème actuel, c'est le covidisme et ses conséquences. Parlons des conséquences du covidisme. Ben, les conséquences du covidisme sont multiples. D'abord, il y a les conséquences sanitaires, médicales. On a répandu des mensonges. On n'a pas soigné les gens avec les médicaments qui existaient. Des médicaments simples, bon marché et contrôlés, puisqu'ils ont déjà été utilisés, enfin
variantes de ces médicaments ont été utilisés, comme l'hydrochloroquine, ses voisins de la quinine, de la nivaquine, de l'aristochine, etc., qui sont des médicaments antipaludéens, anti-malaria. Donc, les gens qui sont dans ce gang de 3000 personnes, comme l'a dit le docteur, l'avocat, Rainer Fulbich, germano-américain, qui mène l'équipe, qui est à l'origine du futur procès contre l'affaire du Corona, ça s'appelle le comité Corona, avec une centaine d'avocats et des milliers de témoins. Les conséquences sont énormes. Les conséquences pour des gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas été soignés, comme ils auraient pu l'être. Conséquences de gens qui sont morts et qui auront de graves problèmes, selon un certain nombre de médecins, avec l'histoire des faux vaccins. Ces vaccins-là que l'on connaît sont de faux vaccins. Ils n'ont pas eu le temps d'être contrôlés et ils contiennent des éléments qui sont nocifs, comme la protéine Spike, qui tue les gens. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été vaccinés, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui sont morts après la vaccination. Et puis ça se mesurera pas sur quelques jours. Ça se mesurera, les effets négatifs des vaccins se mesureront sur des mois et des années. On considère maintenant de plus en plus que la vaccination provoque le virus. Ce virus qui n'a pas été vraiment défini. Alors ce qui explique, qui nous parle des mutants, les mutants, c'est facile, hein, on trouve des mutants. Il y avait le dernier mutant, c'était le mutant indien. Et le mutant indien, le gouvernement indien nous dit qu'il n'existe pas. Et il a protesté. Et il attaquera en justice tous ceux qui parleront du virus mutant indien. Alors mais maintenant, ils emploient pour ça, ils emploient un autre mot. C'est le variant Delta, c'est ça. Bon, donc il y a tout un lobby un lobby de gens payés, de gens d'abord qui payent, qui ont les moyens, et deuxièmement de gens payés, rémunérés, arrosés, de gens et d'organismes, d'institutions, de santé, de journaux, de médias, qui reproduisent le mensonge. Et en France, le journal Le Monde, l'AFP, l'agence France Presse, et BFM TV sont reconnus comme recevant de l'argent de la fondation de Bill Gates. Donc ces journaux ne peuvent pas être objectifs, si tant est qu'il y ait des journaux objectifs. Enfin, ils sont très agressifs. Et ils sont avec des groupes de fact-checkers qui font une véritable guérilla contre les gens qui disent une partie de la vérité. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il y a un grand désordre politique et géopolitique, aussi bien en France qu'en Europe et dans le monde, et puis un grand désordre soi-disant sanitaire, mais sanitaire et politique, et qui permet aux dirigeants de faire passer des lois, qui permet aux dirigeants d'imposer une muselière au sens figuré à leur population, et ça, les gens l'acceptent de moins en moins. Et ici en Serbie,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'a fait le pouvoir de Alexandre Vučić et ses associés? Et il a fait exactement la même chose. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qui s'est passé avec ce Covid-19 depuis 1 an et demi, c'est que presque tous les États se sont alignés sur la pensée unique covidienne et ont adopté les mêmes mesures. Et pour adopter les mêmes mesures, ça veut dire qu'il y a eu un mot d'ordre central, un mot d'ordre de la coupole. Moi, j'ai toujours appelé la coupole. D'autres parlent de la cabale, pour mettre les gens au garde à vous, les terroriser, les masquer, leur imposer la muselière, répandre la terreur et obtenir de ce qu'ils souhaitent. Mais ici et là, il y a eu quand même des éruptions de liberté, et il y en aura si ça continue. Alors, il y en aura et beaucoup plus forte. Parce qu'ici, l'an passé, l'an dernier, le 8 juillet, après le confinement, juste après le confinement, et le couvre-feu, parce qu'il y avait les deux, il y a eu une révolte à Belgrade, à laquelle j'ai participé, et devant le Parlement, parce que le pouvoir voulait remettre ça. Il voulait remettre un confinement. Et il ne l'a pas fait parce qu'il a eu peur. Les gens, en particulier la jeunesse, sont descendus dans la rue, ont manifesté avec détermination. Le pouvoir a envoyé ses flics, et ses équipes para-policières, et a agressé le peuple. Et résultat, positif pour le peuple, pour les gens, et le pouvoir n'a pas réussi à imposer ses moyens de coercition, juste le port du masque à l'intérieur des magasins et dans les moyens de transport, mais à part ça, rien de particulier. Des horaires un petit peu, enfin des fermetures de restaurants et de cafés, mais ils viennent de lâcher tout ça parce que les gens ne supportaient plus ces interdictions. Alors avec le beau temps, les beaux jours, l'approche de l'été, ils ont relâché la plupart des mesures de coercition. Il n'y a plus que des masques portables dans les magasins, encore tous les gens ne les mettent pas, mais il y a encore des idiots, là je désigne personne, des idiots en général, qui portent le masque dans la rue par 40 degrés Celsius et qui sans doute dorment avec le masque. Et ça, ça se voit dans tous les pays. Merci beaucoup Yves, on se retrouvera la prochaine fois après les élections régionales. À la prochaine fois dans Paris, Belgrade, Moscou.